Donc, bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Beltrand Isabelle. Je travaille pour BNP Paribas Fortis et je m'occupe de tout ce qui est campagne logistique pour les clients qui débutent. Donc, on propose un accompagnement logistique, expertise, écosystème pour tous les clients starter. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le revenu et la fixation de prix. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, un chiffre d'affaires, ce n'est pas uniquement une donnée chiffrée, c'est tout un ensemble de données liées à de la valeur. Donc, on va voir aujourd'hui les différents modèles de revenus. Bien entendu, ce ne sera pas exhaustif. Et aussi les différentes réflexions qu'il faut avoir pour pouvoir fixer son prix. Donc, au niveau des tables des matières, on va voir d'abord la partie qui est liée au modèle de revenu. Donc, un modèle de revenu décrit comment une entreprise génère de l'argent. Donc, ça ne se limite pas uniquement à un chiffre d'affaires ou à un bénéfice, mais ça détaille surtout la structure qui sous-tend vos revenus. Donc, prendre le temps de réfléchir aux différentes sources de revenus possibles, ça va vous permettre d'identifier des sources de revenus auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé et donc à accroître votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Donc, il existe plusieurs modèles de revenus et donc ici, vous voyez qu'il y a une liste mais qui n'est pas exhaustive. En deuxième partie, nous allons discuter de la fixation de prix. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est pas uniquement limité à une analyse concurrentielle ou à un simple calcul de marge, mais qu'il y a derrière tous des éléments psychologiques qui sous-tendent la fixation du prix, à savoir la sensibilité au prix et la valeur perçue. Je vous donnerai des exemples que vous pourriez utiliser auprès de votre panel, auprès de votre groupe cible. Donc, au niveau du business model Canva, si vous ne connaissez pas encore le business model Canva, vous allez l'apprendre prochainement. C'est un outil stratégique qui permet de voir si vous apportez vraiment de la valeur par rapport à un besoin bien spécifique et de pouvoir déterminer toute une série d'éléments que vous aurez besoin pour éviter les difficultés dans le futur. Et entre autres, il y a la structure de coûts et la structure de revenus. Donc ici, on va développer la partie qui est liée à la structure de revenus en donnant une liste, comme je vous l'ai dit, non exhaustive des différents modèles de revenus qui vont vous permettre donc de déterminer votre chiffre d'affaires. Vous avez d'abord la notion qui est standard, donc c'est la marge commerciale. C'est ce qui va vous permettre de savoir quelle quantité il faut vendre pour devenir rentable. Donc, au niveau de la quantité d'équilibre, comment est-ce que vous allez la calculer? C'est en calculant le total des frais fixes et en le divisant par le prix de vente moins les coûts variables. Ça va vous permettre donc d'avoir une idée de la quantité minimale qu'il faut vendre pour pouvoir commencer à avoir du bénéfice. Donc ça, c'est ce qui est le plus communément utilisé par les comptables. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de faire une facturation horaire. Donc, c'est le type de modèle de revenu qu'utilisent notamment les comptables, les plombiers, les consultants, etc. Donc, il n'est pas toujours aussi simple de déterminer un tarif horaire parce qu'il faut vraiment déterminer par rapport à votre rendu, par rapport au service et par rapport au contenu que vous allez donner. Il faut pouvoir déterminer la durée que vous allez mettre pour pouvoir fournir le produit ou service. Et donc, à ce moment-là, il y a différents éléments qui rentrent en compte que vous retrouvez ici. C'est à savoir de voir aussi qu'est-ce que proposent les concurrents, qu'est-ce que vous proposez de plus par rapport aux concurrents, est-ce que vous devez engager une assistante, etc. Donc, c'est tous des éléments auxquels il faut tenir compte quand vous faites une facturation horaire pour bien déterminer votre coût horaire. Une autre formule qui existe, que tout le monde connaît, c'est la fameuse formule d'abonnement ou d'adhésion à un club ou quoi que ce soit. Donc, c'est avoir accès au service ou à un produit avec un paiement périodique. Alors, le grand avantage pour le client, c'est la facilité et la garantie. Et le grand avantage pour le fournisseur, c'est-à-dire vous, c'est d'avoir une garantie de revenus.
Et donc ça peut être valable pour tous ceux qui vendent des produits, des journaux, des assurances, des clubs sportifs. Donc, il faut quand même bien faire attention si vous utilisez cette formule d'abonnement, qu'il faut quand même pouvoir attirer les gens. Donc, le coût pour attirer les gens, il y a un coût marketing important. Donc, il est important, en plus d'attirer les gens, de bien essayer de garder vos clients. Donc, ils doivent rester dans votre portefeuille pour que la garantie de revenus reste. Donc, l'abonnement, ça a l'air comme ça si simple, mais il y a aussi un coût pour acquérir de nouveaux clients et il y a aussi un coût pour conserver les clients existants. Alors, en fonction également du type de produit ou de service et du support que vous allez utiliser, il y a la possibilité aussi de retirer des revenus de publicité. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une page web ou que vous utilisez des supports papier que vous distribuez, il y a la possibilité de mettre la publicité d'un sous-traitant, d'un tiers, et que celui-ci vous rémunère. Sur certains sites Internet, il y a énormément de publicité, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de publicité non plus, parce qu'à un certain moment, le visiteur peut être repoussé et ne désirera plus d'aller sur votre page. Donc, vous voyez bien que la publicité est souvent en combinaison avec d'autres modèles, surtout les modèles où il y a un support publicitaire web. Alors, une autre méthode qui est utilisée par de grandes entreprises, hein, c'est la formule freemium et premium. Donc, c'est quoi, par exemple, la formule freemium? C'est pour, par exemple, Spotify. C'est un produit de base qui est gratuit, mais ensuite, vous allez proposer un ensemble d'éléments en analysant, bien entendu, le client qui est devant vous. Et ce client va probablement payer pour avoir des suppléments qui correspondent à ses besoins. Donc, on peut également payer des suppléments pour avoir des applications en plus. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez prendre des suppléments pour avoir plus de visibilité et plus d'utilisateurs, etc. Donc ça, c'est également une possibilité pour avoir des revenus complémentaires en fonction du produit ou service que vous allez proposer. Alors, au niveau du contrat de service, ça, c'est également quelque chose d'important, c'est que vous proposez donc un produit ou un service, mais vous proposez au fait qu'il y ait un suivi par rapport à ce produit et service et que vous soyez un réel partenaire sur le long terme. Et à ce moment-là, vous prenez un ensemble d'engagements en plus de la vente du produit et service. Donc, c'est-à-dire, si je vends une chaudière, par exemple, mais je propose que, moyennant signature d'un contrat, les 3 premières années, il y a un entretien avec une réduction de 20% qui se fait tous les 6 mois, par exemple. Donc, c'est de proposer un plus, mais qui reste tout de même contractuel pour avoir un revenu complémentaire et récurrent sur la durée. Attendez, parce que j'ai été peut-être un petit peu plus vite que mes slides. Voilà. Donc ici, il y a une autre notion qui est aussi fortement utilisée, vous allez le voir aussi, qui dans la partie impact psychologique par rapport au prix, c'est la partie hook and bait. Donc c'est l'exemple qu'on prend type au niveau du rasoir. Donc c'est qu'on propose un produit de base très bon marché, voire gratuit, mais que par la suite, les recharges qui sont liées à ce produit de base qui a été proposé de manière gratuite, voire bon marché, ces produits associés auront un coût beaucoup plus important. Vous allez prendre une marge beaucoup plus importante. Et donc, l'exemple type de ce concept, de ce modèle de revenu, est le fameux Gillette. Donc, au niveau du rasoir, ça ne coûte pas beaucoup. Mais par la suite, quand il faut acheter les lames, on se rend compte que les lames sont beaucoup plus chères que la plupart des lames que vous allez trouver dans le rayon. On fait la même chose pour les brosses à dents électriques, Oral-B.
Il y a la même chose avec Nespresso. En soi, c'est 60 euros la machine, mais quand vous devez acheter les capsules, vous vous rendez compte que ça coûte quand même beaucoup plus cher que si vous preniez un autre type de café. Alors, au niveau des licences, ça c'est peut-être un petit peu plus, enfin, moins commun, on va dire. Mais donc, si jamais vous utilisez une licence, ben, il y a tout un ensemble de choses qui sont liées, notamment la propriété intellectuelle. Et donc, il faut en tenir compte parce que ça aura un certain coût, aussi bien pour vous, puisque vous allez utiliser la licence, et vous allez devoir aussi payer la licence. Donc, à ce moment-là, il faut aussi en tenir compte dans votre compte de résultat. Pas de questions, je vais peut-être vite. Non, tout va bien? Alors, à ce stade-ci, il n'y a pas encore de questions. Voilà. Euh, C'est juste pour savoir si on va trop vite, etc. Bon, ben, il ne faut pas hésiter à interrompre. OK. Oui, Donc, n'hésitez pas, si peut-être Isabelle est passée un peu trop vite sur un sujet, de le mettre dans le Q&A pour revenir peut-être sur la thématique. Donc, n'hésitez pas à le faire voilà, au fur et à mesure de l'énoncer. voilà. Voilà, je te laisse continuer, Isabelle. Merci. Donc, au niveau des modèles de revenus, il y a encore un autre modèle qui est de plus en plus à la mode, hein, parce qu'au niveau modèle de location, bah, avant, on pensait aux voitures, etc. Maintenant, on peut louer des chaises, on peut louer un local avec les chaises, avec le traiteur, avec la décoration, on peut louer du matériel, etc. Donc, ça, c'est aussi un modèle de revenu qui peut exister. Mais si vous utilisez ce type de modèle de revenu, ou même en parallèle par rapport à un autre modèle de revenu, ben, il faut quand même bien tenir compte de la durée de vie du produit, parce que le produit a quand même un coût, il peut y avoir de la casse ou quoi que ce soit. Donc, également dans votre réflexion, si vous utilisez ce type de modèle de revenu, vous allez vous rendre compte qu'il y a un coût sous-jacent et il faut aussi en tenir compte. Et donc, un autre modèle de revenu qui s'apparente à d'autres modèles, c'est le modèle de consommation. Donc, c'est-à-dire que vous donnez une machine, un produit, pour une certaine durée, vous signez un contrat et ensuite vous demandez un coût fixe pour l'utilisation, on va dire, et ensuite on va décompter le coût de la consommation. Alors, l'exemple qui peut être donné, parce que énormément d'entreprises et grosses entreprises utilisent ce système-là, notamment parce que c'est lié aussi au modèle de contrat de service, c'est-à-dire que je donne l'imprimante Canon, par exemple, donc c'est beaucoup utilisé, comme je vous le disais, pour les business to business, donc si votre client est une société, ben, c'est parfait. Donc, vous demandez un coût annuel fixe pour l'utilisation donc, de l'imprimante et ensuite, vous décomptez mensuellement ou annuellement le nombre d'impressions qui est effectué et vous le facturez. À cela, vous pouvez ajouter, par exemple, donc ce que j'avais mentionné, le modèle de revenu contrat de service, en disant, et en plus, on vient pour l'entretien, le changement du toner, etc., à une durée de. Et à ce moment-là, ça vous permet également d'accroître vos revenus et avoir des rentrées qui sont plus ou moins constantes sur le temps. Isabelle, nous avons une Oui, question. oui. Quel type de licence existe-t-il? Ah, il y a plusieurs licences. La plus connue, mais j'ai peut-être été un petit peu vite parce que c'était la Reine des Neiges et je pense que vous êtes un petit peu plus vieux que pour regarder la Reine des Neiges. Mais bon, voilà, c'est des licences Disney, par exemple. Donc, si tu regardes le magasin Zeeman ou d'autres magasins, ils utilisent certains personnages de Disney. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un contrat de licence derrière. Et indépendamment du fait que tu utilises en plus ce logo, ben, ça te permet, par exemple, la Reine des Neiges ou Mickey, ben, ça te permet de vendre plus de produits puisque c'est un produit d'appel, c'est un produit connu et en plus, tu as l'étiquette Disney. Donc, ça pousse le consommateur à acheter chez toi. Merci. D'autres questions? Ah, en voilà qui arrive. Euh, Ah,
On demande si on aura accès au PowerPoint. Je pense que oui, hein, qu'on pourra fournir le PowerPoint Oui, après la oui. conférence. Donc oui, la réponse est oui. Pas d'autres questions à ce stade-ci. Merci Isabelle, je te laisse continuer. Il n'y a pas d'autres questions. Oui. Alors, voilà. Donc, moi, ce qui est important que vous sachiez, c'est que cette liste n'est pas exhaustive et que vous pouvez trouver énormément d'informations et d'exemples sur les différents modèles de revenus qui existent. Uber, Uber Eats, Airbnb, même des sociétés de détail, Internet, etc. Vous pouvez trouver ça très, très facilement en tapant sur Google exemple modèle de revenus et peut-être même rajouter le type de produits et services que vous avez et vous allez avoir des idées qui vont apparaître pour accroître votre chiffre d'affaires et diversifier vos modèles de revenus. Et effectivement, si jamais dans le futur, il y a un souci par rapport à l'accroissement du chiffre d'affaires ou qu'il y a un souci comme Covid, etc. maintenant, ben, certaines personnes ont dû modifier son business model Canva, d'être un petit peu dans une zone de transition et modifier parfois son modèle de revenu. Ça peut être les restaurateurs qui avant, voilà, qui maintenant doivent changer le modèle de revenu parce qu'il y a de la vente, il y a du transport. À ce moment-là, il y a une partie, et vous allez le voir ici, intermédiation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir transporter le repas à un tiers et donc ça aura un certain coût. Et donc, voilà, donc je pense qu'il est important d'un petit peu se tenir au courant, d'un petit peu compulser Internet et voir les différents modèles de revenus qui pourraient exister par rapport à votre produit ou service. Et donc, je pense que c'était le dernier modèle de revenu, c'était l'intermédiation. Donc, ça, c'est quand on utilise un intermédiaire ou qu'on fonctionne sous forme d'un modèle de courtage. Ça existe beaucoup aussi pour les projets où on est une application qui servent d'intermédiaire, par exemple, entre un client et un fournisseur. Donc, c'est important de tenir compte dans le cadre de ce modèle de revenu d'un prélèvement de commission qui peut se faire aussi bien du côté du vendeur et de l'acheteur. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument en tenir compte dans votre structure de coût. Mais c'est aussi une possibilité d'utiliser une plateforme ou d'utiliser votre site Internet comme intermédiaire pour certains produits ou services que vous pourriez vendre. Voilà. Est-ce qu'au niveau des modèles de revenus, l'idée principale, c'est vraiment de voir qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de revenus, mais qu'on peut être très novateur pour pouvoir calculer son chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Voilà. Je vais un peu vite parce que j'ai beaucoup de... Alors oui, Il y a beaucoup d'éléments importants qui, à mon sens, me semblent importants. D'ailleurs, j'avais entendu dans la conférence précédente qui disait le prix, ce n'est pas uniquement basé sur la concurrence, il y a quand même une réflexion qui doit être faite derrière. Et donc, voilà, je trouvais qu'il y avait une passerelle entre les deux et je me permettais également d'aller un petit peu plus vite sur cette partie-là. Voilà. alors il y a quand même une question, Isabelle, sur l'intermédiation. Est-ce qu'il y aurait un autre exemple parce qu'il y a une difficulté à comprendre en quoi ça consiste? Alors, ça, c'est quand tu joues le rôle de l'intermédiaire. Ben, qui est-ce qu'on peut prendre comme intermédiation? Allez, je ne trouve plus, mais dites-moi, la société qui propose des bed and breakfast. Comment s'appelle encore cette société? Donc, c'est une plateforme qui met en lien des personnes qui proposent des chambres d'hôtes à des clients. Airbnb? Oui, voilà. Non. Ah, voilà, ok. Voilà. Merci. Oui, Je ne revenais plus sur l'exemple. avec Ben plaisir. voilà. Donc, il y a aussi bien l'acheteur qui paye une commission que le vendeur qui paye une commission du fait qu'il a une visibilité sur le site. Est-ce que c'est clair? Ok. Merci. Donc, ben, je vais donc continuer sur la partie qui est plus liée au niveau du prix. Donc ici, effectivement,
n'est pas interactif à 100%, mais à la base, je pose la question de savoir quelle est cette entreprise qui, en 2011, a décidé d'augmenter ses prix de 60%. Et suite à cette augmentation de prix, alors qu'il avait énormément d'abonnés, qui cartonnaient, etc., il était connu, quasiment monopole. Et donc, suite à cette augmentation de prix qui n'a pas été réfléchie, hein, il s'est retrouvé avec cette augmentation de prix avec 800 abonnés en moins et son cours en bourse qui chute de moitié. En 2017, il y a eu une réflexion qui a été faite de manière plus précise et concise avec une étude de marché et des questions par rapport à leur panel de consommateurs. Et ils se sont rendus compte que le consommateur était prêt à avoir un prix qui soit augmenté de 10% et une augmentation de 2 euros par mois. Donc, il y a quand même déjà une idée psychologique derrière en disant ben, je majore de 10% ou je rajoute 2 euros par mois. L'impact au niveau psychologique est différent. Donc, ici, ils ont fait le cumul des deux et en faisant cette augmentation en 2017, ils se sont retrouvés avec un nombre d'abonnés qui a explosé, un chiffre d'affaires qui a augmenté d'un tiers, des bénéfices qui ont augmenté de 65% et le cours de bourse qui a augmenté de 40%. Donc, je ne sais pas au niveau du chat si c'est possible, mais est-ce que vous avez une idée de quelle entreprise il pourrait s'agir? Donc, dans le chat, répondez d'après vous de quelle entreprise il s'agit. Allez-y. Juste une ou deux propositions. Alors, Netflix, Facebook, Booking, on parle ici. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà, bravo. Donc, c'était Netflix. Donc, Netflix s'est rendu compte qu'au fait, le plus grand impact que vous pouvez avoir pour accroître votre bénéfice, c'est le prix. Donc, parfois, on est étonné, on se dit, oh, je vais diminuer mon prix ou je vais diminuer mes charges, etc. Et alors qu'une simple réflexion sur base d'une étude qui est faite auprès de vos consommateurs, hein, auprès de votre groupe cible, ben, on se rend compte qu'une simple réflexion vous permettra d'accroître votre profit. Donc, l'accroissement de profit peut se faire via 4 points: le volume, le prix, les coûts fixes et les coûts variables. Et on va se rendre compte que l'impact le plus important sera l'impact de la réflexion quant au prix. Alors ici, par exemple, je vous montre une fourchette. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait influer le prix de cette fourchette? Sur quoi vous allez vous baser pour pouvoir déterminer le prix de cette fourchette et comment vous pensez que le client va pouvoir choisir cette fourchette et sur base de quel élément? Donc peut-être vite via chat, si vous avez 2, 3 idées. Ah, zut, j'ai été trop vite. Alors, dans le chat, on nous dit la solidité, les matériaux, le contexte dans lequel elle est communiquée, son utilité, la matière, le design. D'autres idées? Effectivement. Alors, on me dit qu'il y a aussi des réponses dans le Q&A. Ah oui, la qualité des matériaux, la qualité, la marque, la matière, la créativité. Eh bien, effectivement, tout est bon. Donc, tous les éléments que vous avez énoncés sont bons. Ce n'est pas uniquement le coût des matières premières, hein, donc ça, j'ai entendu plusieurs fois le coût des matériaux, etc. Donc oui, il y a le prix de revient qui est important, mais il y a aussi la sensibilité au prix du client. Et celle-là, ça va être peut-être par rapport à la solidité, ça va être peut-être par rapport au design, ça va être peut-être par rapport à d'autres caractéristiques, au packaging ou quoi que ce soit. Il y a aussi la concurrence. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai entendu, mais oui, effectivement, il faut quand même faire une étude par rapport à la concurrence pour que vous puissiez déterminer la value proposition que vous avez par rapport à votre produit. Et une fois que vous avez déterminé la plus-value que vous avez, même si le besoin, vous répondez aux mêmes besoins que la concurrence, mais que vous puissiez vous différencier par rapport à une certaine caractéristique, à ce moment-là, le client sera prêt à payer plus cher. Donc, vous voyez que pour déterminer un prix, on ne se limite pas à une simple analyse du coût de revient, du coût marketing, etc., de votre produit ou service.
Alors, on en parle très rarement hein, quand on voit les business plans, etc. On parle très peu de la notion de prix, on parle de chiffre d'affaires, mais on ne parle pas vraiment de notion de prix, qui est un élément important de votre réflexion stratégique par rapport à la rentabilité de votre entreprise. Donc, le prix, au fait, c'est un grand facteur d'influence au niveau du bénéfice. Donc, il ne faut pas en discuter trop tard. Il faut en discuter déjà dès le départ, quand vous avez déjà une idée de la value proposition de votre produit et que vous avez déterminé votre groupe cible, vous pouvez déjà poser un certain nombre de questions par rapport à l'élément prix. Donc, il faut en parler le plus vite possible. Donc, de voir aussi votre produit par rapport au prix, qu'est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter ou de retirer pour que le prix croît ou décroît, par exemple. Hein. Si, par exemple, vous pensez qu'un élément est super important dans votre produit et que vous faites votre étude de marché et vous vous rendez compte dans le cadre de votre enquête que cet élément complémentaire que vous avez proposé n'intéresse au fait personne, et que du fait d'ajouter cet élément, votre prix est plus élevé, je pense qu'il faut supprimer l'élément et donc et de revoir à ce moment-là tout simplement votre business plan ou le modèle ou le prototype de votre produit, par exemple. Donc, c'est une priorité qui est très importante et ça doit être revu régulièrement parce que vous savez que le monde change très vite, que ça soit la concurrence ou quoi que ce soit. Et donc, il faut toujours rajouter quelque chose en plus au niveau de votre produit. On prend l'exemple des iPhones, hein, ils ajoutent toujours une petite caractéristique, même malgré que le produit est le même, et ça vous permet effectivement d'accroître aussi votre prix. Donc ça, c'est tout simplement pour illustrer ce que je vous avais déjà mentionné. Donc, vous avez 4 leviers qui vous permettent d'accroître votre produit. Et donc, le profit, quelque part, il est déterminé par rapport à vos coûts et vos revenus. Et donc, vous pouvez influer sur 4 leviers, qui est le prix, le volume, pour faire par exemple des réductions de coûts, des réductions au niveau du rendement d'échelle, etc. Vous pouvez diminuer vos coûts variables et diminuer vos coûts fixes. Alors, diminuer vos coûts fixes, c'est le plus compliqué parce que, bon, supprimer le paiement d'un loyer, supprimer l'électricité, etc., si vous avez des problèmes financiers, ce n'est pas le plus simple. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a testé sur un modèle, par rapport à un modèle économique qui a été fait par la société Price Impact, qui est une société spécialisée dans l'aide par rapport à la détermination du prix. Et donc, on s'est rendu compte que si on fait des calculs par Excel, hein, donc en bougeant le prix, le volume, les coûts variables et les coûts fixes de 1%, on essaye de voir quel est l'impact par rapport au profit. Et on se rend compte que le fait de bouger juste le prix, ça vous permet d'améliorer votre profit de manière plus qu'exponentielle. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que choisir son prix, il doit y avoir une réflexion quelque part et pas tout simplement prendre, comme on voit ici, la moyenne du concurrent ou la marge que vous avez envie d'avoir. Donc, le premier, c'est pour vous dire, vous regardez le coût de votre produit, le prix, vous vous dites, oh, moi, j'aimerais bien avoir un bénéfice d'autant parce que je veux percevoir 1 000 € par mois, et voilà, je détermine mon prix. Donc, ça, c'est la première façon de calculer, qui n'est pas la meilleure, bien entendu. La deuxième façon, par exemple, de calculer votre prix, c'est de mettre côté à côté les différents produits et services qui s'apparentent au vôtre et de faire une moyenne. Et là, vous déterminez un prix moyen par rapport à la concurrence. Donc, moi, ici, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a la possibilité au fait de parler de valeur par rapport au prix. Donc, d'apporter de la valeur par rapport à votre produit ou service. Et donc, cette valeur, vous allez pouvoir la connaître pas en regardant des données extérieures qui est les concurrents ou faire un simple calcul mathématique, mais vous allez voir cette valeur grâce à une enquête que vous allez faire, mais auprès de votre planète, auprès de vos vrais consommateurs, auprès de ceux qui vont réellement acheter votre produit.
parce que ça ne sert à rien d'interroger les gens, votre voisin, votre voisine ou quoi que ce soit, alors que ce n'est pas le consommateur final de votre produit ou service. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qu'il faut interroger et par rapport aux réponses de ces personnes-là, ça va vous permettre de déterminer la marge auquel vous pourriez enfin, la marge que vous pourriez atteindre. Et cette marge, elle est souvent beaucoup plus élevée que la marge qui est liée à un simple calcul ou une simple étude de marché au niveau de la concurrence. Alors là-dessus, je vais vous expliquer donc comment est-ce que vous pouvez apporter quelque chose de plus par rapport à vos concurrents et déterminer votre prix de manière précise et concise. Donc, vous avez la possibilité de poser un certain nombre de questions au moment où vous faites, par exemple, une étude de marché ou a posteriori si vous avez déjà fait votre étude de marché. Et donc, ça, c'est les 4 questions essentielles qu'il faut poser pour pouvoir comprendre la sensibilité au prix de votre client, de votre groupe cible, de votre panel. Donc, les questions qui sont à poser, c'est à quel prix trouvez-vous le produit ou service trop cher pour l'envisager? À quel prix trouveriez-vous le produit ou service si bon marché que vous douteriez de sa qualité ou de sa valeur? À quel prix trouveriez-vous que le produit ou service que vous envisagez est cher, mais que vous allez malgré tout l'acheter? Et à quel prix trouvez-vous que le produit ou service est une bonne affaire? Par rapport aux différents éléments que vous allez avoir, si vous faites un petit calcul sur Excel, etc., vous allez avoir des données moyennes qui vont apparaître et une des données est une donnée qui est liée au fait qu'en deçà d'un certain prix, il ne faut même pas lancer le produit sur le marché parce que ça ne va pas. Et donc à ce moment-là, à voir si le prix que le client est prêt à payer, au moins vous permet de rembourser la partie coût fixe et coût variable. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la sensibilité au prix? La sensibilité au prix est vraiment un élément important, mais il faut le poser aux bonnes personnes. Alors, il y a en tout cas une question qui est quels sont les plus grands facteurs sur lesquels on peut se baser pour fixer le prix d'un produit ou d'un article? Ben, c'est ce qui avait été mentionné donc précédemment, donc la valeur des matières premières, une petite analyse de concurrence, une analyse, une étude de marché en posant les différentes questions qui sont ici, et aussi de bien déterminer votre groupe cible et la valeur, ce que vous apportez de plus par rapport à votre produit et service. C'est vraiment cette value proposition par rapport à votre produit et service qui va pouvoir déterminer une plus-value plus importante qu'un simple calcul de coût de matière première ou quoi que ce soit. OK. Une autre question qui nous arrive, c'est à partir de quelle augmentation du prix d'un produit fourni par un producteur ou un intermédiaire par rapport à son prix d'origine est-elle considérée comme abusive ou malhonnête selon vous? Alors, abusive ou malhonnête, si quelqu'un est prêt à payer, bon, je veux dire par exemple, des joueurs de foot, c'est un exemple en plus réel, à accepter de payer un prix fou pour avoir de manière rapide une clé USB avec toutes ses chansons préférées parce qu'il avait un trajet à faire, ben, il peut se dire, bon, moi, je suis prêt à payer 1 000 euros. Donc, il n'y a rien qui est d'aberrant ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est le consommateur que tu as en face de toi et quel prix il est prêt à payer pour que tu puisses lui fournir ton produit ou service. Donc, je ne pense pas qu'à un moment donné, à partir du moment où tu as bien un panel de consommateurs qui est prêt à payer un certain prix parce que tu apportes vraiment de la valeur et tu réponds vraiment à un besoin du client, je ne vois pas où, à un moment donné, on pourrait dire que le prix est abusif. Si Merci. tu profites, voilà, si tu profites d'un client où il n'a pas le choix et qu'il est obligé de payer parce que tu factures a posteriori, c'est autre chose. Mais à partir du moment où le client est au courant dès le départ du prix qu'il devra payer pour pouvoir avoir ce type de produit et de service, à ce moment-là, c'est l'offre et la demande. Merci. Je crois que... Ah, il y a une précision.
Cela peut être malhonnête vis-à-vis des producteurs aussi. Je m'explique. Si un producteur me vend des bouteilles de vin, par exemple, que je revends beaucoup plus cher que son prix d'origine. Ben, Ah ben, de prime abord, à ce moment-là, tu joues le rôle d'un intermédiaire. Donc, c'est différent. Est-ce que tu seras un intermédiaire ou pas? Ou alors, si tu prends et que tu fais un autre packaging, que tu le mets en avant par rapport à une campagne marketing ou autre, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas justifier une augmentation de prix par rapport au prix initial auprès du fournisseur. Ça, chacun a sa sensibilité par rapport à ce qu'il veut faire ou pas faire. Voilà. Il faut voir si vous êtes plutôt près du producteur, circuit court terme, etc. Bah, à ce moment-là, oui, il est clair qu'il ne faut pas faire les prix fois deux. Mais si ton but est vraiment de rajouter quelque chose au produit ou service et de maximiser ton profit, ça, c'est ton choix personnel, quoi. merci. Il n'y a pas d'autres questions jusqu'à maintenant. Voilà. Pour information, il reste plus ou moins 10 minutes avant la fin de cette séance. Donc, Oui. Ben, je c'est laisse vos questions. fini. Donc voilà. Donc c'est fini. Donc un deuxième élément au niveau de la détermination de prix, c'est de pouvoir déterminer la perception de valeur par rapport à votre produit. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut scinder votre produit en plusieurs caractéristiques. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, tout simplement parce que quand vous allez interroger votre panel de consommateurs, vous allez vous rendre compte que peut-être, par exemple pour un GSM, le plus important pour votre consommateur, ça sera d'avoir la 4G, ça sera plutôt la carte mémoire, ça sera le fait qu'il soit grand ou ça sera le branding. Et donc, parfois, c'est important aussi d'interroger votre consommateur par rapport à ça. Parce qu'alors à ce moment-là, vous pouvez modifier votre campagne de publicité ou votre campagne de publicité en mettant en avant ce qui est le plus important pour le plus grand nombre de vos consommateurs. Et à ce moment-là, pouvoir également accroître le prix. Donc, il est important au niveau de la perception de valeur de pouvoir décrire et subdiviser donc votre produit ou service en différentes composantes. À ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de cartographier les réponses de vos clients par rapport au sondage et par rapport aux différentes composantes que vous avez dû subdiviser. Et donc, vous allez analyser, tester et pouvoir plus que probablement augmenter votre prix si vous mettez le focus sur le besoin réel et la demande réelle du client. Voilà. Il y a d'autres éléments qui rentrent aussi en compte, mais que vous pouvez retrouver par rapport à certaines notions de marketing, qui est par exemple le fait qu'on paye mensuellement ou annuellement, voilà, ça influe. Le fait qu'on propose plusieurs produits, à ce moment-là, au niveau psychologique, on va prendre toujours le produit intermédiaire qui est proposé, donc pas le moins cher, pas le plus cher, mais celui-là qui est au milieu. Donc, par exemple, si vous vendez un produit ou service, n'hésitez pas à proposer toujours deux, trois possibilités, une moins chère, une plus chère et une solution intermédiaire. Voilà. Donc, j'ai un petit peu accéléré puisqu'apparemment, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Non, on est toujours dans les temps par rapport à la conférence, si ce n'est que maintenant, c'est l'opportunité d'avoir encore le temps de répondre C'est aux la partie dernières questions-réponses, hein. questions. Voilà, donc il y a déjà eu pas mal de questions par rapport au prix. Donc, je sais que dans vos projets, que la notion de prix et les aspects financiers sont toujours très compliqués, ou en tout cas, c'est vraiment des notions qui ne sont pas nécessairement évidentes à s'approprier. Donc, c'est vraiment le moment, c'est l'instant pour poser toutes vos questions à Isabelle, dont c'est le métier et qui peut vraiment vous aider à clarifier des doutes ou des croyances que vous auriez par rapport au prix, parce qu'il y a parfois beaucoup de tabous autour de la notion de l'argent. Donc, allez-y, c'est le moment, c'est Oui. l'instant dans le Q&A d'envoyer vos questions spécifiques par rapport à vos projets YEP pour vous permettre d'envisager la partie du prix de votre projet.
Donc là, vous avez eu beaucoup de contenu qui, de prime abord, n'est pas donné dans la plupart des cours standards, mais que nous donnons, nous, auprès des gens qui veulent vraiment se lancer. Et donc, je peux comprendre que ça soit peut-être indigeste, mais quand vous allez lire ça à votre aise, vous allez avoir mais plein d'idées pour Alors, il pouvoir y a une question accroître. qui apparaît, alors qui me paraît un peu floue. Donc, je vais poser la question, mais s'il y a moyen peut-être de préciser de la part de la personne qui la pose. Donc, quels sont vos conseils pour une entreprise de construction? Alors, quel type d'entreprise de construction et conseils pourquoi? Pour vos prix? Donc, Isabelle, je ne sais pas si tu peux déjà répondre avec ces Au niveau de informations-là. la construction, par exemple, au niveau de la construction, tout ce qui est durabilité est quelque chose qui est très à la mode et ça permet de vraiment se différencier par rapport à la concurrence. C'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée pour beaucoup de personnes parce que c'est un élément qui est de plus en plus important, qui est un élément psychologique au fait très important, hein, tout ce qui est économie circulaire, réduction de CO2, donc tout ce qui est durable est intéressant et ça permet effectivement, si vous devenez expert par rapport à ça, de pouvoir demander des prix plus élevés ou rajouter du conseil, par exemple, en tout ce qui est durabilité à partir du moment où vous êtes une entreprise de construction et vous faire rémunérer par rapport à cette expertise. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'on voulait savoir. Je ne sais pas. J'ai d'autres questions. OK. Comment financer notre projet si nos clients cibles ont eux-mêmes difficile financièrement? Alors, à ce moment-là, il faudra s'orienter vers des associations, vers des aides gouvernementales, vers des subsides, etc. Donc, à un certain moment dans ton plan financier, si tu as fait le détail de tout ce qui est coût, mais que tu n'as pas de revenus, à proprement parler, je dis bien à proprement parler, ta société n'est pas rentable. Donc, tu es plutôt sous forme d'une ASBL ou quoi que ce soit. À ce moment-là, pour pouvoir avoir du revenu ou avoir ta balance compte de résultats et bilan qui soit en équilibre, on va dire ça comme ça, il faudra trouver des sources de financement auprès de tiers. Et ces tiers, donc, peuvent être, comme je le dis, des aides gouvernementales, des subsides ou toute autre forme d'aide. Mais effectivement, à ce moment-là, on ne rentre plus dans le concept d'une entreprise à proprement parler start-up rentable, mais on arrive quelque part vers quelque chose qui est peut-être plus du domaine du social ou sans but lucratif, on va dire ça comme ça. Merci Isabelle. Alors, encore plusieurs questions qui arrivent. Donc, dans le cadre d'une ASBL pour des enfants, quel type de revenus nous conseilleriez-vous et ainsi que pour la fixation des prix? Que fixez-vous quand il s'agit d'une ASBL pour des enfants? Alors, quand il s'agit d'une ASBL pour les enfants, il faut voir c'est quoi. Si c'est une SBL qui est liée à la garde d'enfants, vous avez la possibilité, si vous offrez des produits ou services ou des ouvertures plus grandes du moment de garde, à ce moment-là, vous pouvez déterminer un prix par rapport à ça. Si maintenant c'est une ASBL où il n'y a pas de possibilité de rentrer d'argent, mais que vous rendez vraiment un service à la communauté, donc à ce moment-là, j'en reviens à ce que j'ai mentionné précédemment. Il faut s'orienter vers des organismes comme Fortis Foundation, des aides gouvernementales, des subsides, voilà. Mais quelque part, pour pouvoir avoir déterminé un modèle de revenu, il doit y avoir une rentrée d'argent. Donc, cette rentrée d'argent doit se faire soit par des apports personnels, par des donateurs, par exemple, soit par le consommateur final. Merci. Alors, quels sont vos conseils pour une entreprise de produits cosmétiques, crèmes et soins? Mon conseil, parce qu'il y en a énormément, et je crois qu'il y a même maintenant des workshops qui se font online, hein, comme on fait avant Tupperware,
Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est le tout, c'est de voir qu'est-ce que tu te différencies par rapport aux autres. Est-ce que tu es bio? Est-ce que tu utilises un circuit court? Est-ce que ton packaging est différent? Est-ce que c'est plutôt une crème pour personnes plus âgées, moins âgées? C'est un petit peu difficile de répondre parce que quelque part, qui peut le mieux répondre pour savoir comment déterminer ton prix? Ben, c'est les clients à qui tu vas poser la question en montrant ton produit et service et en disant ben, à quel prix tu as envie de l'acheter et quel est ton frein et à quel prix tu vas te dire non, jamais je ne vais pas l'acheter parce que je vais avoir l'impression que c'est de la mauvaise qualité, je vais attraper des boutons partout. Et donc, voilà. C'est un petit peu compliqué de moi vous dire quel prix il faut donner. Je pense qu'il y a une enquête qui doit se faire. Et la première chose, c'est de savoir le coût le coût de tes produits, allez, des composantes du produit d'abord. Hein. Merci. Alors, quels sont les modèles de revenus les plus rentables quand on lance une application? Alors, le modèle de revenu le plus rentable quand on lance une application, il faut faire très attention à la formule freemium là, parce que tu vas avoir énormément d'utilisateurs et tu n'es pas sûr que ces utilisateurs, à partir du moment où ils vont devoir payer des suppléments, ils vont le faire. Donc, le plus simple est que dès le départ, tu proposes au fait un abonnement. Par exemple, en disant, ben voilà, il y a une application, si tu l'utilises autant de fois ou tu l'utilises 3 mois, je te donne un mois gratuit, etc. Parce que, comme je le répète, il est plus facile de fidéliser des clients que d'acquérir des nouveaux clients, parce que si tu dois acquérir de nouveaux clients par la suite, donc la première fois, naturellement, tu dois faire une campagne pour les acquérir, mais par la suite, c'est beaucoup plus compliqué au niveau marketing. Donc, je pense que le mieux, c'est toujours que tu puisses les alpaguer directement en payant peut-être une petite cotisation et ensuite de proposer, mais pas passer par la formule freemium si tu n'as pas les reins solides pour tenir, par exemple, une année sans avoir de rentrée d'argent. Parfait. Alors, autre question, comment peut-on arriver à calculer les revenus par rapport au coût? Comment peut-on calculer les revenus par rapport au coût? Mais au fait, ça, c'est dans la partie plan financier. Donc, il faut pouvoir déterminer tes rentrées d'argent et tes sorties d'argent. Je n'ai pas bien saisi la question, Eve-Marie. Je l'ai Comment lue telle qu'elle déterminer? était écrite et j'avoue qu'en la lisant, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas hyper compréhensible. Donc, si la personne pourrait reclarifier, je la reposerai différemment. Voilà, Alors, parce qu'on doit déterminer les rentrées d'argent, les sorties d'argent et une marge. Mais ça, c'est dans le cadre de la partie analyse financière. oui. Alors, autre question, est-ce intéressant de commencer par des fonds propres? Alors, ben, ici, on ne rentre pas de nouveau dans la partie prix à proprement parler, mais effectivement, dans ton plan financier, à un certain moment, il est important d'avoir des fonds propres. Alors, des fonds propres, pourquoi? Ben, des fonds propres parce qu'à un certain moment, quand tu lances un produit ou service, ben, tu n'as pas directement la rentrée d'argent attendue. Donc, même si tu as déterminé ton prix de manière correcte, etc., tu n'auras pas nécessairement directement l'argent que tu voudrais avoir sur base mensuelle ou annuelle. Donc, avoir des fonds propres pour pouvoir débuter, et donc, c'est-à-dire pour pouvoir pallier à ton besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire de pouvoir pallier entre les rentrées et les sorties pendant une certaine durée, hein, durée du lancement du produit ou service, effectivement, avoir des fonds propres est une idée plus qu'intéressante et nécessaire. Et en deçà des fonds propres, j'en reviens, vous pouvez demander du crédit bancaire, vous pouvez demander du crowdfunding, du crowdlending, vous pouvez vous renseigner au niveau des subsides. Vous avez énormément d'éléments qui apparaissent sur le site 1819 de Bruxelles. Et donc, voilà. Donc, oui, des fonds propres, c'est toujours une plus-value importante dans le cadre d'un dossier, d'un business plan.